Oui, c'est ça. Parti. On va dire ça tout de suite. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux nombreux publics présents et à ceux qui nous regardent en vidéo. Donc j'ai procédé à l'appel. Martine Thompson, avocate. Présent. Patrick Philippe, donné pouvoir à Pinot Léota. Il y en a un certain nombre contre Covid. Donc Charlène Badina. Présent. Guy Bizet est de retour du Zoo global à l'arrivée et a donné pouvoir à Martine Thompson en attendant. Sylvia Thibault. Présent. Alexandre Pachin a donné pouvoir à Jean-Luc Réquier. Julie Canal. Présente. Hervé Forconi. Dominique Morin. Présent. Émilie Gaspard. Présente. Michel Abneau. Présent. Elisabeth Lopez. Présent. Nicolas Garessus a donné pouvoir à Hervé Forconi. Pierre Vibet. Présent. Bruno Luigi. Présent. Jean-Luc Réquier. Présent. Marie-Céline Bigot. Présent. Christine Anthony a donné pouvoir à Michel Abneau. Pinot Léota. Florence Belois. Présente. Corinne Gazagnol a donné pouvoir à Marie-Céline Bigot. Caroline Lafaille. Présent. Romain Touzelin. Présent. Frédéric Monceau a donné pouvoir à Pierre Vibet. Christelle Pouliquin. Présent. Claude Collin. Présent. Et Mireille Bellegarde a donné pouvoir à Claude Collin. Alors je vous informe que nous ne sommes que 28 au conseil municipal, puisque Stéphane Bonamy, qui a déménagé à Saint-Chiron, a démissionné du conseil municipal. La suivante sur la liste est Sandrine Lebouc, qui a déménagé du côté d'Angers, et qui donc va nous annoncer qu'elle n'entre pas au conseil municipal. Voilà le suivant, et qui va rentrer au conseil municipal. Et Roland Jacquier, qui s'était mis soigneusement en 29e position pour surtout ne pas être conseiller municipal. Donc, bienvenue Roland Jacquier au prochain conseil municipal. Le quorum est atteint. Je vais désigner Hervé Forconi, secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès verbal de la séance du 22 juin? Pas de remarques sur la séance? Bien, le tour. Unanimité, merci. Les décisions du maire, est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions? Pas de remarques. Très bien. Donc, je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Le point numéro 1, c'est un conseil municipal spécial Julie Canal ce soir. Donc, Julie va rapporter le point numéro 1, la décision modificative 2022, la deuxième décision modificative. Le point numéro 2, apurement du compte 1069 en prévision du passage à la nomenclature M57. Le point numéro 3, dépenses à inscrire au compte 6232, fêtes et cérémonies. Point numéro 4, rapporté par Charlène, modification de la subvention à la caisse des écoles pour 2022. Ensuite, toute une série rapportée par Julie. Point numéro 5, modification du plafond de composants de groupe 7. Point numéro 6, intégration des critères de la valeur professionnelle de l'investissement personnel ou de la contribution au collectif du travail d'un agent pour le gelage de la retraite dans la part du CIA du RIFSEF. Point numéro 7, modification du plafond de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents. Point numéro 8, recours au contrat d'apprentissage au sein de la collectivité. Point numéro 9, modification du tableau des effectifs. Point numéro 10, convention d'adhésion au régime d'assurance chômage auprès du centre de gestion de la Grande Couronne. Point numéro 11, rapporté par Charlène, mise à disposition d'un agent auprès de la commune de Villiers-sur-Orge. Et on revient à Julie pour le point numéro 12 avec la modification du règlement intérieur des agents communaux. Charlène reprend la main pour le point numéro 13, signature d'une convention avec le conseil départemental de l'Essonne pour le dispositif du fonds départemental d'aide aux jeunes, et je vous proposerai 2 motions. Avant d'entamer les débats, comme vous pouvez le constater, Christelle Seigneur n'est plus derrière nous, puisqu'elle est partie, elle a rejoint la Vendée en fin septembre. Nous avons recruté une nouvelle DGS qui nous viendra du Kremlin 17 et qui arrivera le 2 janvier. Voilà. Donc, Julie, à toi la décision modificative. Bonsoir. Nous nous attaquons avec le point 1, la décision modificative. La section fonctionnement est impactée juste avec une ligne, qui est la ligne consacrée à la subvention à la caisse des écoles. Nous devons y inscrire un montant de 189 € et les crédits correspondants sont pris sur
sur la ligne 61,88 autres frais divers. Ce point sera détaillé dans la délibération numéro 4 par Chardel. Je passe tout de suite aux modifications concernant la section d'investissement qui sont le gros de cette DM. Elles ne concernent que les dépenses d'investissement qui s'équilibrent entre elles. Premier point, il y a une opération d'ordre qui est inscrite pour 79 000 €. Des précisions sur cette écriture seront données dans le point 2. Donc là, je vais juste en parler sur un plan comptable. Afin de préparer le passage à la M57, nous devons apurer ce compte 1069. Et pour l'apurer, en fait, nous devons mettre une dépense de 79 360 afin de procéder à l'écriture semi-budgétaire. Donc, il nous a fallu trouver 80 000 € de recettes pour apurer ce compte. Ensuite, les crédits du chapitre 21, les immobilisations corporelles, diminuent de 49 360 € avec plusieurs mouvements au sein de ce chapitre. Notamment les acquisitions de matériel qu'on ne réalisera pas sur cette année. On a pris une partie de ces crédits pour alimenter différents lignes de cette DM. Également au niveau de la ligne des acquisitions de terrain. En fait, on compte tout ce qu'il y avait sur la ligne, c'est-à-dire 100 000 €. Il n'y a pas d'opportunité identifiée à ce jour et même si on avait une demain, l'acquisition ne se ferait pas avant 2023, donc compte tenu des délais propres aux acquisitions immobilières, donc on reprend ces crédits. Sur ce même chapitre, également 20 000 € supplémentaires sont affectés aux travaux de rénovation des locaux, notamment pour les logements situés aux 40 rue de Lormois. En particulier, on aimerait rendre opérationnel un logement afin de pouvoir le proposer à un futur médecin. Et également au niveau du club informatique, travaux sur le faux plafond. Par ailleurs, des travaux sur les cheminements aux abords de l'école de Lormois nécessitent 25 000 € de crédit. Ça concerne le chemin qui est rue de Lormois. Enfin, 10 000 € sont abondés à la ligne matériel roulant et permettront d'acquérir 2 véhicules, un pour la police municipale et un pour les services techniques. À savoir qu'il y aura une subvention en face du véhicule de la police municipale. Ensuite, donc, les crédits de l'opération 105, qui était l'opération concernant le centre technique municipal, augmentent de 25 000 €. On avait déjà sur ces crédits 20 000 €, sur cette ligne, pardon, on avait, sur cette opération, 20 000 € pour réaliser des études en vue d'agrandir le CTM. Et là, on rajoute en fait 25 000 € sur cette opération pour réaliser un hangar de stockage. Dans un premier temps, ce hangar, ça va nous permettre de mettre ce qu'il y a à la Grange Dîme, donc tout le matériel des services techniques, etc., les matériels pour les manifestations seront vidés en vue de la rénovation de la Grange Dîme. On les mettra donc dans ce hangar. Et ensuite, ça sera des espaces supplémentaires qui permettront de récupérer des surfaces dans les bâtiments actuels pour faire les 10 travaux, c'est-à-dire agrandissement, mise aux normes PNR, mixité des vestiaires, etc. L'opération suivante, c'est l'opération 151 qui concernait la rue d'Arié. Ces crédits diminuent de 10 000 € tout simplement parce que la communauté d'Ado a assuré pour notre compte la maîtrise d'ouvrage sur une partie des travaux, donc ces crédits n'ont pas été employés. Ensuite, l'opération plan vélo, des crédits sont maintenus pour améliorer la sécurisation aux abords des écoles. En revanche, certains crédits sont repris. C'était 25 000 € qu'on avait mis pour le chemin des Norottes et qu'on remettra au budget 2023 quand on sera mûr en fait pour le faire. Et donc les crédits disponibles sont transférés au chapitre 21 pour la réfection des cheminements piétonniers à l'école de Lormois. Ensuite, donc, nous avons l'opération cimetière. Donc on a pris la contact avec le CAE, mais les études ne démarreront pas avant 2023. Donc on reprend là aussi les crédits pour 2022 et l'opération sera réétudiée pour le budget prévisionnel de l'année prochaine. Opération 211, c'était l'opération patrimoine bâti. Il s'agit de changer la dernière porte de la salle du conseil municipal, donc c'est celle qui est derrière vous ou devant vous, ici, dans cet angle-là. Qui présente vraiment un problème de sécurité, puisqu'elle a tendance à se claquer et couper les doigts, suite à un défaut d'usure en fait. Et donc ça sera harmonisé avec les éléments qui ont déjà été changés, c'est-à-dire qu'elle sera blanche. Et on ne change pas que la porte, en fait, on change aussi tout ce qui est autour sur mesure. Voilà pour cette décision modificative, donc il est demandé au conseil municipal d'adopter cette DM numéro 2.
Il y a des questions, des remarques? Non. Qui vote pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Le point numéro 2, qui est le point numéro 2, qui est le point le plus passionnant du Conseil, l'appurement du compte 1069 en prévision du passage à la nomenclature M57. Donc c'est un point qui a été expliqué en commission finance. Donc ce compte 1069 qui s'appelle reprise sur excédent capitalisé est un compte qui figurant en section d'investissement dans le chapitre 10. Il n'existe pas sur le plan comptable général, il a été créé en fait lors de la création de la nomenclature M14 pour neutraliser l'impact budgétaire de la mise en place du rattachement des charges et des produits. Donc ce compte, en fait, il servait quand on a une prestation qu'on fait en année N. Imaginons qu'on fait une prestation en l'année 2022, la facture arrive en 2023. L'idée, c'est de rattacher la facture à la prestation. Donc il fallait faire un jeu d'écriture pour que la facture payée en 2023 puisse apparaître en 2022 et soit en même temps annulée en 2023. Et donc à la création de ce compte, la première année, il y a donc une somme qui a été mise dessus et qui a finalement perduré toutes ces années, puisque ce compte n'a jamais été mouvementé. Comme on en a déjà parlé, on va passer à la nomenclature M57, et à ce titre, le solde de ce compte doit être apuré. Donc cet apurement, on doit faire une délibération du conseil municipal, puisqu'il va donner lieu à une opération semi-budgétaire. Comme ce compte aujourd'hui est débiteur de 79 300 €, nous devons émettre un mandat de dépense qui va être émis sur le compte 1068. 1068, compte que vous connaissez puisque c'est celui où on inscrit l'affectation du résultat chaque année. Et le comptable public viendra créditer le compte 1069 pour le mettre à 0. Donc on en a parlé dans l'ADR, puisqu'on prévoit l'ouverture des crédits nécessaires à cette dépense. Et donc ça sera réalisé par le comptable, donc ça ne donne lieu à aucune émission budgétaire. Donc nous vous demandons d'autoriser le maire à procéder à l'apurement de ce compte. Bien, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait, il va pouvoir voter en conscience. Pas de remarques, pas de questions, qui vote pour, qui s'abstient, 3 abstentions, merci. Point numéro 3, dépenses à inscrire au compte 6232, fête des cérémonies. Voilà, ça parle de fête, je pense que c'est un peu moins opaque que le point précédent. C'est en fait pour donner suite à la demande faite par la comptable publique d'Arpajon. Il nous faut délibérer pour préciser les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232, fêtes et cérémonies. Pourquoi en fait? C'est quand il y a une dépense, si par exemple on fait une dépense pour une fête, que ce soit pour une prestation de son, des achats de nourriture, en fait on doit donner des pièces justificatives. Et là donc on doit préciser qu'est-ce que c'est une fête et quel type de pièces justificatives on aura, c'est-à-dire toutes les dépenses susceptibles d'être liées aux cérémonies ou aux frais de représentation, afin qu'on puisse donner ça au comptable en même temps qu'on présente une facture. Donc du coup nous avons listé, on a regardé nos dépenses et nous avons listé tout ce qui est susceptible d'être inscrit à ce fameux compte fêtes et cérémonies. Donc on y trouve l'ensemble des dépenses ayant trait aux cérémonies officielles ou locales et aux inaugurations, l'ensemble des dépenses liées aux manifestations organisées par la commune, comme les fêtes de fin d'année, les illuminations de Noël, les vœux, le coquelicot, le festival ici et ailleurs, et toute autre manifestation qu'on pourrait organiser. De façon générale, les dépenses liées à des prestations artistiques ou musicales, de sonorisation, d'éclairage, de cardinal, tout ce qui est aussi fleurs, bouquets, médailles, etc. Les dépenses bien sûr d'alimentation, parce que ça c'est important, et les dépenses liées à l'achat de petites fournitures ou de denrées pour l'organisation de réunions, d'ateliers ou de manifestations. Donc là on pense qu'on a vraiment tout et on vous propose de décider d'affecter les dépenses énumérées à ce compte 6232. Question, remarques? Non? Qui vote pour? Qui s'abstient? 3 abstentions, merci. Point numéro 4 de Charlène, la modification de la subvention à la Caisse des écoles pour 2022. Bonsoir. Donc en mai dernier, à la dernière réunion de Caisse des écoles, on avait identifié que sur le budget pour les manuels et les fournitures scolaires, qui est donc calculé en fonction du nombre d'enfants et du nombre de classes, on avait projeté l'ouverture de 2 classes seulement à la rentrée 2022, alors qu'on en a ouvert 3.
Donc, c'est toujours le problème de la Caisse des écoles qui a un budget sur année civile alors qu'on fonctionne sur année scolaire. Du coup, on a parfois des surprises ou des choses qu'on n'avait pas identifiées dès le début. Donc on a rajouté des crédits pour que toutes les nouvelles classes puissent s'acheter les manuels et les fournitures scolaires dont elles avaient besoin. On a pu globalement rééquilibrer tout ça dans le budget de la Caisse des écoles parce qu'on avait dépensé un peu moins, notamment sur les classes transplantées. Mais on n'a pas réussi à équilibrer à l'euro près. Il nous manquait au final 189 €. Et ce sont donc les 189 € que la commune rajoute à la subvention qui permettent d'équilibrer ce rajout. Des remarques, des questions? Non? Qui vote pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Point numéro 5, qui est lié au point numéro 6 d'ailleurs, la modification du plafond des composantes de RIFSEP. Donc Julie, tu nous présentes les deux en même temps, et on votera séparément après. D'accord. Donc effectivement, ces deux points vont ensemble et concernent la prime de retraite. Donc si les agents nous regardent en direct, ils nous regarderont en replay, c'est un point qui va les intéresser. Notre souhait politique, c'était de conserver cette prime de départ à la retraite, d'abord dans le cadre du principe de la libre administration de notre collectivité, aussi à l'image de ce qui se fait, ce qui existe déjà dans le privé, et aussi parce que notre ville avait une prime de retraite. Toutefois, il s'avérait en fait que cette prime est devenue pas légale en fait, parce qu'elle n'avait pas été monétisée et délibérée avant 1984. Donc ça devenait en fait impossible de la verser, et les derniers départs à la retraite que nous avons du coup versés sous forme d'IFSE ont fait l'objet de discussions avec la trésorerie. Et donc, pour pouvoir continuer de verser cette prime à la retraite, nous nous sommes appuyés en fait sur une question posée au gouvernement, puisque nous étions plusieurs collectivités en fait souhaitant continuer de verser cette prime. Et il s'avère que nous pouvons continuer de la verser sous forme de CIA. Et donc, c'est l'objet de ces deux délibérations. La première délibération vise en fait à augmenter ce CIA. Donc le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel. Et aujourd'hui, on l'utilise pour le verser une fois par an, quand il y a un surcroît d'activité aux agents. On donne un certain montant au prorata du nombre de mois. Mais on va pouvoir aussi l'utiliser pour payer une prime de retraite. Le problème, en fait, c'est que sur certaines catégories, en fait, de la fonction publique. En fait, vous voyez sur le tableau de la délibération, il y a des groupes. Et en fait, certains plafonds sont faibles. Donc la première délibération a pour vocation d'augmenter le plafond du CIA pour que derrière, on puisse avoir un plafond qui nous permette de verser une prime de retraite plus importante. On a le droit de complètement modifier les plafonds au sein de l'enveloppe RIFSEP. Donc la RIFSEP, c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et donc, il y a une part de RIFSEP, c'est ce qu'on appelle l'IFSE, donc c'est l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, et l'autre partie, c'est le CIA. Donc en fait, on va baisser un petit peu l'IFSE, sans que ça n'ait aucune conséquence, parce qu'on n'a aucun IFSE au plafond aujourd'hui. Et on va monter le CIA pour derrière pouvoir l'utiliser aux primes de retraite. Donc cette première délibération a pour objet de modifier les plafonds, et la deuxième délibération a pour objet de dire avec cette part du CIA, on va verser des primes de retraite. Et ce qu'on a fait aussi, du coup, dans cette deuxième délibération, c'est de pouvoir la verser à tout agent. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, la prime de retraite a été versée que aux titulaires. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'en mairie, il y a des agents qui sont titulaires, donc fonctionnaires, et d'autres qui sont contractuels en CDI. Et donc, avec cette délibération, on vous propose en fait de la verser à tout agent, dès lors qu'il a plus de 2 ans d'ancienneté, et quel que soit le statut de son contrat, ce qui nous paraissait en fait plus équitable. Et donc, pour rentrer dans le détail, on va proportionner à l'ancienneté de l'agent, c'est-à-dire que 30% du total serait versé pour 2 à 10 ans d'ancienneté. Puis après, il y aura un palier de 11 à 20 ans où on versera 60% et 100% à partir de 20 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Non.
Alors, on commence par le point numéro 5, sur la modification des plafonds des composantes de l'ESEP. Qui vote pour? Unanimité, merci. Le point numéro 6, sur l'intégration, etc., etc. Qui vote pour? Unanimité, merci. Point numéro 7, modification du plafond de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents. Toujours Julie. Donc ça concerne les frais de repas en fait, versés aux agents, qui aujourd'hui est à 17,50 € par repas. Et c'est un forfait, donc c'est-à-dire que quelle que soit la somme pour laquelle l'agent va déjeuner, il aura en fait un forfait de 17,50 €. C'est le plafond légal maximal. Et eu égard à nos contraintes budgétaires et aussi à la montée des effectifs susceptibles en fait d'avoir des frais de repas, et aussi en regardant ce qui se fait autour de moi ou de notre collectivité en supermarché, en boulangerie, etc., on considère en fait qu'on peut délibérer sur une somme plus modique. Et donc la commune souhaite ramener le taux forfaitaire de repas au montant de 8,50 € par repas. Nous rappelons en fait que ce sont des indemnités qui ne peuvent pas être attribuées aux agents qui bénéficient déjà de la gratuité du repas, ceux qui mangent par exemple à la cantine. Ce n'est pas non plus pris en charge quand c'est lié à une formation, c'est un autre budget, et c'est conditionné à la production d'un ordre de mission, c'est-à-dire la facture de la gamelle du midi. Il est donc demandé au conseil municipal de fixer le remboursement de ces frais à 8,50 €. Des remarques? Non? Qui vote pour? Unanimité, merci. Point numéro 8, recours au contrat d'apprentissage au sein de la collectivité. Donc l'apprentissage, c'est ce qui permet donc aux personnes âgées de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Et donc ce dispositif, il présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis pour la mairie qui accueille, compte tenu des diplômes préparés. Et en plus, actuellement, il y a des nouvelles réglementations, des contraintes qui sont mises en place au service d'animation de jeunesse, puisque en fait, les recrutements maintenant doivent absolument être faits avec des apprentis en BPGEPS. Donc ça crante le diplôme, et donc nous souhaitons en fait pouvoir avoir recours à des contrats d'apprentissage. Il faut savoir qu'on avait voté donc une cotisation supplémentaire sur le salaire des agents. Et donc on paie le CNFPT, et donc nous, en fait, concrètement, quand il y aura un contrat d'apprentissage, on paie la personne, et le CNFPT paie la formation. Bien, des remarques sur l'apprentissage? Non, qui vote pour? Unanimité, merci. Point numéro 9, le marronnier du conseil municipal, la modification du tableau des effectifs. Voilà. J'attends que Charles retraite. Donc oui, il y a quelques petites modifications au niveau du tableau des effectifs. D'abord, une à l'école de musique, pour l'arrivée d'une assistante d'enseignement artistique qui occupera 2 postes, et donc ça engendre une modification du temps de travail. Donc on supprime son poste à 6h15 et on le recrée à 16h30. Et au service d'animation jeunesse, on vient d'en parler dans la délibération précédente, on crée ce poste pour accueillir un jeune qui sera en préparation de son diplôme BPGEPS, donc c'est un temps plein d'animation à 35 heures. Pas de remarques, pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le point numéro 10, convention d'adhésion régime d'assurance chômage, les frais du CIG de la Grande Couronne. Alors ce point concerne la possibilité que nous avons d'assurer nous-mêmes l'indemnisation en chômage pour les agents non titulaires et les contrats de droit privé. Nous avons une adhésion en auto-assurance au vu de la prise en charge du chômage, donc c'est nous qui assurons la gestion et le financement de cette indemnisation. Afin de faciliter cela, en fait, nous souhaitons adhérer à la convention de gestion de l'assurance chômage auprès du centre de gestion de la Grande Couronne. Concrètement, ça veut dire quoi? On va continuer à verser l'allocation, ça ne change pas, mais par contre, tout ce qui est suivi et calcul de l'ARE, c'est le CIG qui l'assurera pour nous. Pas de remarques, pas de questions? Qui vote pour?
L'unanimité, merci. Point numéro 11, la mise à disposition d'un agent pour la commune de Villiers-sur-Orge. Et c'est Charlène qui revient. Alors, il s'agit de l'animatrice du RPE, donc le relais de petite enfance, qui est le nouveau nom du RAM, puisque le RAM, c'est en relation maternelle et ce n'est pas qu'à disposition des assistantes maternelles seulement. Donc, nous avions, il y a quelques années, repris le RAM qui devenait un peu moribond. Et donc, on avait mandaté l'animatrice du RAM pour qu'elle le redynamise. Normalement, vu le nombre d'assistantes maternelles qu'on a sur Orge, on avait l'équivalent de 0,6 équivalent temps plein pour faire l'animation de ce RAM. Nous avions choisi de le pousser à une personne à temps plein parce qu'il y avait vraiment une volonté de redynamiser et de réinsuffler quelque chose. En sachant que c'était un peu plus que ce qui était recommandé et pris en charge par la CAF, mais c'était le temps de redynamiser. La redynamisation du RAM, du RPE, c'est faite et c'est plutôt bien fait. On a beaucoup d'assistantes maternelles qui le fréquentent, on a des activités qui sont plutôt variées, et donc commencer à se poser la question de revenir à un taux qui était cohérent avec ce que préconise la CAF. Et là où tout est plutôt bien goupillé, c'est nous avons été sollicités par Villiers-sur-Orge. On avait déjà été il y a quelques temps, mais c'était un peu tôt par rapport à l'objectif de redynamisation, qui eux justement avaient un besoin estimé à 40%, donc ça tombait plutôt bien, hein, comme quoi chaque gamelle a son couvercle. Ça permettait en fait, en les cumulant, d'occuper une animatrice à temps plein vu de la CAF. Il faut savoir que la CAF nous finance justement à cette hauteur-là. Donc notre animatrice va se partager 2 jours entre Longpont et Villiers. Pour l'accueil des parents et des professionnels en individuel, ça ne change rien, elles pourront toujours venir où elles veulent, qu'elles aillent à Longpont ou à Villiers. Pour l'accueil collectif, par contre, ça va changer un petit peu puisque on aura 2 jours réservés à Longpont et 2 jours réservés à Villiers. C'est une première étape. L'objectif est à un moment d'aller vers quelque chose de plus commun et d'ouvert à tous. Ça va se faire pas à pas, déjà ne serait-ce que, sans vouloir passer pour une horrible radine, aujourd'hui Longpont a un budget dédié au RPE et aux intervenants qui est plus élevé que Villiers, donc il va falloir voir comment on peut équilibrer pour qu'aucune commune ne soit défavorisée là-dedans. Donc il y aura d'autres étapes derrière. La première, c'est déjà donc que l'animatrice se répartisse sur les 2 sites. Et donc, l'objet de ce soir, c'est d'acter la mise à disposition de l'animatrice à hauteur de 40% à Villiers et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Sachant qu'Alexandra est bien sûr d'accord pour les 2. Bien sûr, et que ça va dans le sens de ce qu'elle faisait déjà depuis quelques années, de faire des partenariats avec les RAM d'à côté. Donc ça allait complètement dans la démarche qu'elle avait déjà faite. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de gamelle, et bien on passe au vote. Qui vote pour? Point numéro 13, la signature de convention du conseil départemental d'adolescents. 12, pardon, modification du règlement intérieur des agents. Pardon, Julie. Donc, ça concerne le règlement intérieur des agents qui a été approuvé le 21 septembre 2020 et donc il y a quelques mises à jour à voter aujourd'hui. D'abord, la mise à jour des cycles de temps de travail suite à l'application des 1607 heures. La modification des autorisations spéciales d'absence portant sur les congés exceptionnels en cas de médaille du travail. Alors, ce règlement était un petit peu large. C'est-à-dire pour 20 ans de médaille d'ancienneté, en fait, on avait 6 jours de congés exceptionnels. 30 ans, on en avait 12, et pour 35, on en avait 24. C'est quand même 5 semaines de congés. Alors c'est vrai qu'à l'époque où ça avait été voté, il n'y avait pas de RTT. Donc on a ramené en fait ces congés à 3, 4 et 5 jours respectivement selon les 20, 30, 35 ans d'ancienneté. Puis l'ajout du protocole sur le télétravail, l'ajout de la tisanerie à l'ENM, la charte des ATSEM et la mise à jour du règlement du CTM, notamment en ce qui concerne la saisonnalité. Bonsoir Guy. Donc sur le règlement intérieur, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Qui vote pour? Unanimité, merci. Point
départemental d'aide aux jeunes. Charlotte. Alors, donc là, ça concerne notre politique jeunesse. Donc, pour une fois, on va signer une convention, en tout cas dans un premier temps, non pas pour récupérer des sous, là, c'est nous qui allons les donner. L'objectif est donc en échange d'une contribution qui s'élève à 50 centimes par jeune, donc ça représentera un peu moins de 300 € dans notre cas, d'adhérer en fait au conseil au fonds départemental d'aide à la jeunesse. Donc le fait de contribuer à ce fonds, ça va déjà nous donner un siège au conseil qui délibère de quelles aides vont être attribuées à qui. Donc ça va déjà nous permettre d'avoir une vue sur les aides et de pouvoir plus facilement les demander. Et ça nous permettra également de bénéficier d'un accompagnement sous la forme d'un bilan annuel de notre politique jeunesse. Donc ça s'inscrit complètement dans ce qu'on a commencé et qu'on continue à faire. On veut notamment profiter de l'élan et du dynamisme qui s'est créé avec le séjour jeune qui a particulièrement bien marché, avec vraiment un noyau qui a envie de le reproduire et qui a envie de s'investir dans la commune et d'avoir une vraie place dans la commune. Donc pour nous aider à concrétiser cet élan, nous vous proposons donc de signer la convention. C'est vrai que la politique jeunesse de la commune prend de l'ampleur et je tiens à remercier les agents qui s'en occupent et qui sont pleins d'imagination. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Qui vote pour? Unanimité, merci. On passe donc à la première motion qui porte sur le RERC, qui est contre la décision unilatérale de Île-de-France Mobilité de Transilien, de supprimer des trains sur la ligne C sous prétexte qu'il n'y a pas de conducteur. Je ne vous relis pas toute la motion, mais en gros, je pense qu'on souffre suffisamment assez sur cette ligne pour ne pas en rajouter. Donc, on vous propose de voter cette motion qui est votée dans à peu près toutes les communes de l'Agglo, qui a été votée par l'agglomération également à l'unanimité. Est-ce que vous avez des remarques? Je sais pas que les RERC inspire beaucoup de monde. Qui vote pour? Unanimité, merci. La deuxième motion porte sur le bouclier tarifaire que les collectivités réclament. Vous savez que les particuliers ont un bouclier tarifaire sur l'énergie qui permet d'éviter des x3, x6 sur le prix du gaz ou de l'électricité, ce que n'ont pas les collectivités territoriales, ce qui va poser un petit problème budgétaire. En gros, à Longpont, on devrait passer de 300 000 € à 1 million d'euros, il va falloir trouver 700 000 €. Donc nous demandons au gouvernement d'appliquer un bouclier tarifaire pour les collectivités. Cette motion a été votée à l'unanimité par le Conseil d'Agglo la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Qui vote pour? Unanimité, merci. On en arrive aux questions diverses. Oui, je vous ai parlé du départ de Christelle un peu rapidement tout à l'heure. Je voulais quand même la remercier officiellement au conseil municipal pour tout ce qu'elle a fait. Elle nous a vraiment fait de super boulot pendant 3 ans et on lui souhaite bon vent en Vendée. Le dimanche prochain, il y a la rando nettoyage organisée par l'association Rando Évasion, qui est une idée un peu originale, puisque Rando Évasion, comme son nom l'indique, c'est une association qui fait de la randonnée. Et ça va être de la randonnée avec sac et pince pour ramasser. Le rendez-vous est à 10h30. 10h devant la mairie et les équipes sont réparties. On a 2 projets qui avancent et qui font l'objet de concertation. Le premier sur le cimetière, où il y a on travaille avec le CAU. CAU, ça veut dire, je ne sais plus. Conseil d'architecture. CAUE, oui. C'est un organisme d'architecture publique qui travaille notamment avec la commission des sites, puisque comme on envisage l'agrandissement du cimetière juste à côté de l'actuel, on est soumis à la commission des sites et il y a toute une concertation qui est ouverte, notamment le 5 novembre, avec les J'ai content qu'ils le souhaitent. La deuxième concertation qui démarre, c'est celle sur la médiathèque de la Grange Audier. Donc là, on a demandé à un certain nombre d'associations de participer à cette concertation et il y a un appel aussi à tous les longipotins qui le souhaitent de participer à cela.
Et puis un dernier mot sur la basilique. Les échafaudages vont disparaître en principe à la fin du mois, pour réapparaître l'an prochain. Mais cette première phase de travaux s'achève et en principe on espère faire une inauguration le 1er samedi de février. C'est ça, Cécile? C'est confirmé? Non, c'est pas confirmé. C'est des inaugurations toujours un peu compliquées à organiser quand il y a beaucoup de partenaires financiers. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas de questions? Non, j'étais en train de dire, je les ai posées en commission, je n'avais plus d'autres. Donc je lève la séance, je donne la parole au public. Il n'y a pas de questions. Eh bien, je souhaite une bonne soirée. Je clôture la séance à 21h13. Dernière information, Émilie déconne.